On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Gide. Merci également aux personnes qui nous suivent en direct sur Twitch. On a une trentaine de personnes qui nous suivent en direct de notre agence lilloise et une trentaine de personnes qui nous suivent en direct de notre agence à Lyon. Donc merci à eux d'être avec nous ce soir. Avant de vous introduire, Elena, je voulais revenir un petit peu rapidement sur l'actualité de HR Team. HR Team vient de se rapprocher du groupe Scalian. Scalian, c'est un groupe français à dimension internationale. Ils sont spécialisés dans le conseil en management et dans le numérique. Donc, le groupe Scalian, qui inclut HR Team, va désormais représenter environ 4000 consultants et réalisant environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça va étendre le champ des possibles pour HR Team. Ça va nous permettre de proposer à nos consultants des nouveaux projets, mais ça va également nous permettre de proposer à nos clients des nouveaux services. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les responsables de compte qui pourront vous renseigner à ce sujet. Donc, pour en revenir aujourd'hui, Elena Poincier, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez un profil qui est totalement atypique. Vous avez été agent secrète, vous étiez membre du COMEX de la DGSE. Aujourd'hui, vous avez cofondé l'entreprise Tetris. Vous êtes également la marraine de la squad HR Team Cybersécurité, qui est un sujet phare chez HR Team. Déjà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours hors du commun, s'il vous plaît ? Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci à toi, Stéphanie, et puis à HR Team de me recevoir ce soir. Mon parcours, il est simple dans ma tête, en tous les cas. Donc, je fais une carrière militaire. J'ai commencé comme sous-officier dans l'armée de terre. Je m'occupais des réseaux intégrés des transmissions automatiques, donc une partie technique. Puis après, j'ai fait ça pendant 7 ans dans des régiments en Allemagne. Et ensuite, j'ai formé des jeunes aussi pendant 3 ans à devenir des chefs, chefs militaires, quoi. Et puis après, j'ai basculé. Je me suis dit que j'avais pas assez d'aventure, c'était pas assez mouvementé. Et du coup, je me suis portée volontaire j'ai décidé de rentrer dans les troupes d'élite du ministère de la Défense et au service action de la DGSE, où là, effectivement, parachutiste pendant 14 ans, eh bien, je fais des missions clandestines pour défendre les intérêts de la France en dehors de nos frontières. Et voilà, une vie de soldat dans l'ombre. Et voilà, okay. C'est déjà ma première partie de vie militaire. Après, comment on bascule à Tetris? Voilà. C'est la deuxième question. Tetris a 10 ans, c'est ça aujourd'hui? Tetris a 12 ans. 12 ans, ok. Donc comment est-ce que vous en êtes venu à fonder cette entreprise après ce parcours? Exactement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je vous ai fait le profil de ma vie. Et puis, il y a celle de Laurent Oudot, qui est cofondateur de Tetris avec moi, qui, lui, en 1984, il avait 9 ans et il a commencé à programmer et à pirater son premier jeu sur le Commodore 64 de son père. Depuis, il est resté dans la matrice. Voilà comment ça s'est passé. Et ensuite, il a créé la première filière de cybersécurité en France en 1999 en sortant de l'ENSERM Matmeka à Bordeaux. Et puis, il a été très vite repéré par les services de renseignement. Et puis, en 2009, j'avais besoin d'un cyberespion pour une de mes missions très spéciales. Et ce fut la rencontre avec Laurent. Et ça a été un coup de foudre personnel et professionnel. Et notre vie a basculé. Et je lui ai proposé tout simplement, et si on crée notre entreprise? Il m'a répondu, j'en ai toujours rêvé. Et hop, ça y est, c'est parti. C'est une belle histoire. Donc aujourd'hui, Tetris s'occupe de lutter contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Comment vous est venue l'idée du coup de créer une solution de cyberdéfense? Alors justement, en 2009, on se rend compte. En 2010, on crée notre société. On fait, pendant 2 ans, on fait du conseil de l'espionnage niveau étatique pour des sociétés du CAC 40. Et puis là, on s'aperçoit que toutes les solutions de cybersécurité ne détectent aucune simulation de nos attaques furtives. Et là, je dis à Laurent, on ne va pas continuer à vivre comme ça, quoi. Moi, je suis dans le mode construction. Et là, je lui dis, et on était en 2012, et si on construisait notre propre solution de cyberdéfense? Et on est parti d'une feuille blanche, un samedi matin, avec pour objectif lutter contre le cyberespionnage, lutter contre le cybersabotage. Et voilà. Et on a métamorphosé Tetris, société de conseil, en éditeur de logiciels.
Ensuite, on est passé du monde offensif au monde défensif. Et puis, on a quitté notre vie orléanaise, puisqu'on était tous les deux là-bas. Et on est venu s'installer à Bordeaux et retrouver le vivier d'ingénieurs que Laurent avait créé dans la filière cybersécurité en 1999. Voilà, donc on a créé ça. Donc 2012 sort un premier produit. 2013, on commence à le vendre. Et puis en 2013, on est visionnaire. On voit que les ransomware vont arriver. Et là, on commence à vendre notre premier EDR. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas EDR, ça s'appelait Endpoint Security, il me semble. Donc, Endpoint Detection Response. Tout ça pour dire que les antivirus, technologie des années 80-90, eh bien, c'est une technologie qui a fait son temps, puisqu'elle est là simplement pour nettoyer le tout venant sur les menaces connues par un système de signature. Et si vous ne mettez pas vos signatures à jour, eh bien alors là, vous êtes encore plus en retard que la normale, j'allais dire. Alors qu'avec l'EDR, c'est un système qui est basé pour lutter contre les menaces inconnues. Et toute la force de ce Endpoint Detection Response, c'est justement d'être connecté à une CTI, connecté à des sandbox, en tout au moins le nôtre, connecté à des fermes antivirales, connecté à une base. On a une base globale qui a plus de 200 millions, je crois, et peut-être bien plus maintenant, de menaces qualifiées. Et aussi une intelligence artificielle que nous avons déjà depuis 2017 et qui s'améliore bien sûr au fur et à mesure des technologies et puis de l'enrichissement qui est fait par rapport aux menaces qu'on voit arriver sur tous les canaux qu'on peut trouver, hein, bien sûr la cybercriminalité en premier. Et cette intelligence artificielle, eh bien aussi, elle travaille énormément, puisqu'elle est même d'ailleurs sur VirusTotal. Et là, je crois qu'on analyse plus de 10 000 fichiers par minute. Donc c'est une intelligence artificielle qui est extrêmement puissante, mais qui est moins puissante quand même que celle qu'on vend à nos clients, hein, puisqu'on ne voudrait pas non plus que les hackers s'entraînent dessus. Voilà, donc toute cette technologie est là et bien sûr tout ça est fait automatiquement et au départ, nous, quand on a créé cette solution, au départ on l'avait appelée iGambit. Voilà, Laurent est un très grand joueur d'échecs et puis c'était le gambit du roi. Et avec le i comme le email, donc iGambit. Et cette technologie était interconnectés. Tout ça, tout se faisait automatiquement, puisqu'on a réfléchi comme si on était dans l'industrie 4.0, c'est-à-dire des automates qui vous prennent tous les matériaux et puis vous sortent une voiture et puis 20 humains qui pilotent les machines. Et tout ça, eh bien, on s'est rendu compte, en fait, après, il y a quelques temps, là, qu'on avait un SOAR intégré, en fait. C'est un SOAR qui fait tout le système. Maintenant, on vous vend des SOAR à des prix astronomiques et simplement des playbooks qui étaient automatiques. Donc, voilà. Et nous, la force, c'est ça, c'est détecter, neutraliser automatiquement en temps réel et sans action humaine. Sans action humaine, c'est extrêmement prioritaire pour nous parce que à l'heure d'aujourd'hui, un ransomware, ça arrive sur une entreprise qui a simplement un antivirus. Je vais peut-être rien vous apprendre, je ne sais pas. Mais en moins d'une heure, ça passe sur le réseau. Ils vous prennent toutes vos données. Ensuite, ils vous mettent un ransomware et ça y est, l'affaire est terminée. L'entreprise est morte. Donc, et c'est ça. Et on ne peut pas se permettre, à l'heure d'aujourd'hui, vu les menaces qui arrivent, hein, parce que nous, en 2013, quand on a commencé à vendre notre EDR en France, personne ne croyait que les ransomware allaient arriver. On était désespérés avec Laurent. Et on retournait de certains grands comptes, on leur disait, mais attendez, il va y avoir les ransomware, regardez votre antivirus, il ne peut pas marcher. Mais si, il est à jour. Bon, ok. Et voilà, on a vécu une traversée du désert aussi assez impressionnante par rapport à ça. Et ce que je voulais dire, c'est que si vous avez simplement quelque chose qui détecte la menace, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut absolument qu'il y ait la réponse automatique qui se fasse. Nous, on a sauvé un très grand parc comme ça, parce que
je peux vous le dire, hein, c'est le groupe Covea. Notre ETR était placé simplement, les informaticiens ne voulaient pas le placer sur une partie, pour des raisons métiers, pour des raisons, voilà, bon, de la peur que la prod tombe, enfin plein de choses qui peut-être pourraient être justifiées. Et puis après, vous avez bien suivi, MMA s'est fait pirater en juillet sur une partie du serveur où les courtiers se connectaient, etc. Il n'y avait pas d'EDR, tout est tombé. Dans la nuit, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 2h et 3h du matin, tout le groupe, puisque tout le monde est connecté, tout le groupe a été sauvé grâce à notre EDR. Dans la nuit, tout seul, il a neutralisé, détecté, neutralisé la menace. C'est-à-dire que nous, on a créé un anti-missile. C'est-à-dire comme un truc militaire, j'allais dire, mais le missile arrive, l'anti-missile détruit avant de détruire le parc. Et c'est ça la force d'un EDR. Si vous n'avez pas ça sur vos parcs et vous avez un EDR qui ne répond pas automatiquement, eh bien ce n'est pas un EDR. Voilà, c'est simplement un truc qui détecte, mais voilà. Alors, vous avez fait un petit peu le parallèle entre le métier militaire et le métier et le monde entrepreneurial. Comment est-ce que votre passé militaire a pu vous aider en tant que chef d'entreprise lorsque vous avez monté Tetris? Alors, c'est vrai que bon, l'habitude de commander, mais ça c'est dans le milieu militaire, hein, d'organiser, de gérer du monde, etc. Donc c'est vrai que dans une entreprise c'est complètement différent, le monde civil est complètement différent, mais en fait au final on retrouve les mêmes bases, c'est-à-dire eh bien, un chef peut commander à peu près 8 à 10 personnes, ça ne peut pas dépasser. Dans l'armée c'est pareil. Vous avez des chefs, des sous-chefs, et puis après des officiers. Et je retrouve, même si on ne veut pas créer une pyramide, parce que nous, on essaye de faire le plus flat possible, justement pour ne pas avoir une pyramide là, qui détruit un petit peu tous ces échelons et qui empêche les bons messages de passer. Donc, mais le fait aussi d'organiser, et moi je travaille toujours en 2-3 coups d'avance, et ça c'est depuis toujours, et on essaye toujours de penser aux conséquences qui peuvent arriver dans le futur, et ça c'est des restes du métier, et le fait de pouvoir justement absorber tout ça, de prendre les conséquences, les positifs, le négatif, le repasser en positif, tout ça, et bien on arrive à construire bien une entreprise où les gens se sentent bien, où les gens se sentent en sécurité. Par exemple, on a en 2020, quand on a levé nos 20 millions d'euros, on était 40. On est maintenant 260 en 2 ans. On a absorbé une masse humaine qui était extrêmement importante. Il a fallu voilà, des cellules qui grossissent, les cellules des mitoses qui se font, et puis des nouveaux process qui se mettent en place. Enfin, on a fait plein de choses comme ça. Et ce qui était important pour nous, c'était d'avoir toujours le côté humain et que la personne se sente bien où elle travaille. Et en plus, nous, ce qu'on donne aux tétriciens ou aux tétriciennes, c'est un pouvoir d'agir justement pour œuvrer sur une cyberpaix sur le net. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nos ingénieurs, de savoir que leur code part sur des stations de travail, des serveurs à l'autre bout de la planète. On est à peu près déployés dans plus d'une 120aine de pays maintenant. Et vous êtes combien en tout chez Tetris ? 260, okay. Ouais, 260. On est éditeur de logiciels et puis on travaille bien sûr avec de très grands groupes partenaires avec nous comme Capgemini, OCD, Nomios, enfin voilà, et d'autres. Et surtout la partie direction technique, qui est une partie la plus importante, où là on a fait du matriciel, c'est-à-dire que on a des technical leaders qui ont la spécificité sur, par exemple, l'EDR, le SIEM, etc., puisqu'on a plusieurs modules de produits dans notre XDR plateforme, Extended Detection Response, je reviendrai après. Et ce technical leader, donc, a son équipe, il travaille avec, mais il ne s'occupe pas du tout du côté humain. Ça, l'humain, c'est pas son problème. Lui, il doit penser qu'à la technique et à se focaliser dessus. Et d'ailleurs, il n'est pas capable,
potentiellement, puisque d'avoir un aspect management. Certains l'ont, puis d'autres l'ont pas. C'est pas parce qu'on devient technico-leader que d'un seul coup, on sait manager les humains. Donc, on a créé une équipe de people management, et qui, elles, sont en charge, ce sont que des femmes. Donc, on a à peu près 30% de femmes à Tetris. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important, une mixité extrêmement forte. Et ce sont des femmes et qui, elles, gèrent tout l'aspect humain pour tous ces jeunes, puisqu'on a beaucoup de jeunes dans nos équipes. Et justement, ça déconnecte le technico-leader du problème, un tel est malade, je ne sais pas quoi, enfin, tous les petits problèmes qu'on peut avoir dans notre vie. Et ça permet justement d'avoir du bonheur au travail, à se concentrer uniquement sur les tâches sur lesquelles on aime travailler, en fait. Donc, et pas s'occuper du reste. Mais voilà, j'ai peut-être un peu dévié. Non, mais c'était très bien. Avec l'ambiance géopolitique actuelle, comment est-ce que ça... quelles ont été les conséquences pour Tetris? Est-ce que, du coup, vous avez eu plus de clients peut-être étatiques ou... Alors, on s'aperçoit, malgré la guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas eu tellement la guerre informatique, la cyberguerre, comme on nous l'a annoncé plus ou moins. On s'aperçoit qu'il n'y a rien eu, quoi, entre guillemets, par rapport à la limite pendant la phase Covid. Mais pourquoi ? Parce que tous les Russes, la cybercriminalité était organisée, et la plupart des hackers étaient aussi en Ukraine. Et du coup, il y a eu une fracture qui s'est faite au niveau de la cybercriminalité de l'Europe de l'Est. Et là, donc, ça fait plus d'1 an là maintenant où ils essayent de se restructurer, puisque la cybercriminalité, c'est plus gros qu'une société du CAC 40 au niveau mondial. Ils ont des parties RH, des parties finances, de la R&D, des gens qui font de la reconnaissance. Enfin, c'est une vraie organisation. Je suis même persuadée qu'il y a des gens qui travaillent pour ces boîtes et qui ne savent même pas, je suis sûre. C'est pas possible, tellement c'est gros au niveau mondial. Et donc, tout ça a été cassé, puisque les Ukrainiens n'allaient pas travailler avec la cybercriminalité russe, etc. Tout ça s'est reconcentré pas mal sur la Chine. Mais les Chinois n'attaquent pas comme attaquaient les Russes pour... voilà. Donc, c'est quelque chose qui se remet en place. Là, on revoit quelques attaques, notamment l'hôpital en Essonne. Mais pas tant que ça. Du coup, ils sont en train de se restructurer. Je pense qu'il faut se préparer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette cybercriminalité n'a pas de pitié. Leur but, c'est simplement de se faire de l'argent, quoi. C'est uniquement ça, c'est leur business à eux. Et du coup, selon vous, quels sont les grands enjeux et les menaces en matière de cybersécurité ? Là, les menaces seront toujours les ransomware, là, pour le moment. Si ça peut passer, je ne sais pas, 80% de la planète est équipée en Windows. De toute façon, les ransomware, c'est Windows en priorité, puisque c'est trop facile. C'est une passoire, c'est la passoire. Il y a je ne sais pas combien de failles tous les mois qui sont vues sur Windows. Donc, bon, voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Pardon, je suis désolée. Tu peux me répéter ? Aucun souci. Les enjeux et les menaces. Oui, les menaces, elles vont être toujours importantes parce que non seulement si vous n'avez pas un EDR pour les menaces inconnues, et si vous avez un... Comment dirais-je on voit, nous, arriver du conflit IA contre IA. Là, la cybercriminalité est en train de construire des armes avec les intelligences artificielles. Donc ça va être des combats qui vont être extrêmement violents, je pense, dans le futur. On voit ça arriver, nous, de loin, en dessous du net, j'allais dire. Et voilà, donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, et Windows... C'est vrai que Windows, c'est à peu près 80% de la planète. Et c'est vrai que c'est facile pour un hacker parce que même s'il n'a pas d'arme informatique, il se sert de Windows pour justement créer son arme et aller se mettre à l'intérieur. Donc c'est ça la folie de Windows.
Et c'est pour ça que l'EDR qui se place avec son driver dans les couches très très basses des systèmes, qui lui voit le comportement malveillant de Windows, peut réagir tout de suite automatiquement. Et il faut absolument que votre EDR soit dans le cloud. Et là, ça arrive à un deuxième sujet. Nos concurrents à nous sont américains et israéliens. Leur cloud, c'est Amazon, Google, Microsoft, etc. Donc, ils ont accès à votre endpoint, à votre ordinateur. Du coup, tous vos fichiers, que ce soit un PowerPoint, un Word, un Excel, partent dans les clouds américains. Ça, je ne sais pas si vous en avez conscience. Moi, j'ai vu un chef d'entreprise d'une ETI. Il me dit « Oh là là, tu arrives trop tard, Elena. J'ai choisi mon EDR, c'est... » Ah, je dis, tu es au courant que toutes tes données elles partent dans le cloud, c'était Google Cloud, je crois. Et il me dit, non, pas du tout, on ne m'a jamais dit ça. Ah, je dis, le commercial qui a vendu la solution ne t'a pas dit ça. Mais c'est simplement, en tant que responsable des systèmes d'information, tout au moins, prévenir le COMEX du danger potentiel. Alors, on l'accepte, on ne l'accepte pas, peu importe, mais au moins prévenir que tous les documents peuvent aller, vont dans le cloud américain et tous les documents sont potentiellement lisibles aussi par les analystes qui font du SOC. Et c'est pour ça que nous, à Tetris, on a fait du Security and Ethics by Design, c'est-à-dire qu'un fichier, vous avez le fichier et vous savez qu'il y a un SHA-256. D'accord ? Donc, je t'explique, tu as comme si ton fichier c'était une bouteille, okay, et dessus tu as un code barre. Le SHA-256, c'est le code barre. Les Américains, eux, et les Israéliens, ils prennent la bouteille, ils l'emmènent, là, et ça part. Après, c'est le Cloud Act qui peut se mettre en procédure, j'allais dire, et puis la possibilité par la NSA de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. Et nous, en prenant que le SHA-256, on interdit à Tetris, à l'éditeur, de regarder ce qui se passe à l'intérieur des données des clients. Et on interdit aux analystes SOC de regarder ce qui se passe à l'intérieur des fichiers des clients. Quand même, ça me paraît un minimum d'éthique, quoi. Voilà. Bon, c'est un choix après, mais je pense que beaucoup ne sont pas informés, ou certains se disent bon je vais prendre une grosse marque parce que comme ça je suis sûr de ne pas me faire rétorquer par mon CO, mon COMEX, etc. Mais il y a besoin de prévenir quoi, les choses. Voilà, moi je le dis souvent au niveau de l'État, mais prévenez quoi, prévenez. Et comment justement est-ce que l'État peut anticiper les dangers, les cybermenaces à venir ? Je crois que l'État, il faut pas compter dessus. Hein. Quand on est une entreprise privée, on se débrouille, quoi. Nous, quand on a été visionnaire à faire notre EDR, bon, voilà, Guillaume Poupard, il est venu en 2016 nous voir à Tetris, le directeur général de l'ANSSI, nous a dit, vous comblez un trou dans la raquette. Voilà, c'est tout. Mais on a continué à faire notre vie. Hein. Ils font la leur, ils font du cyberpompier dans tout ce qui est de la partie étatique, etc. Mais en tant qu'entreprise privée, chacun se débrouille. On est tous là à dire, mais que fait l'État L'État, non, tu te débrouilles tout seul, quoi. Il faut se bouger, quoi, à l'heure d'aujourd'hui. Hein. De toute façon, on voit bien, les Américains nous ont colonisés, complètement colonisés au niveau informatique. Et en même temps, le hardware, il n'est pas fait en Europe. Le software, non. C'est pour ça que nous, on se positionne en tiers de confiance, justement, pour veiller à ce cyberespionnage ou cybersabotage. Donc voilà, d'avoir un petit drapeau bleu, blanc, rouge à l'intérieur de vos stations qui vous dit « Attention, là, il se passe quelque chose qui n'est pas très normal. Windows fait ci, machin, tu as une backdoor là, etc. » Donc c'est quand même assez intéressant, je pense, pour les entreprises françaises ou européennes. Et donc comment les entreprises, justement, peuvent se prémunir contre tous ces dangers ? Acheter une solution. Non, mais oui, acheter une solution. Alors, bien sûr, maintenant, on voit, là, tout le monde parle de l'EDR. Et maintenant, il y a l'XDR qui arrive, Extended Detection Response. Donc, XDR, c'est la croisée de l'interopérabilité des différentes solutions de cybersécurité. Donc, nous, on a plusieurs modules, que ce soit l'EDR, le SIEM,
le NTA, le Traffic Analysis, Network Traffic Analysis, le SOAR intégré, enfin énormément de choses, ce qui permet aux responsables informatiques de regrouper toutes ces solutions de cybersécurité et de les orchestrer avec un SOAR. Et donc c'est pour ça, nous, on a notre SOAR intégré, et ce qui permet de faire des playbooks d'attaque et de dire, par exemple, nous, on a aussi des partenaires étrangers, comme Proofpoint, par exemple. C'est-à-dire que Proofpoint voit quelque chose sur un IOC intéressant, sur une machine. Nous, comme notre EDR est placé partout, donc on écrit un playbook qui dit, eh bien, tiens, cet IOC que Proofpoint a arrêté sur cet ordinateur, eh bien, moi, l'EDR, je le prends et je vais dire à tous les autres ordinateurs du parc, eh bien, cet IOC-là, tu le mets en blacklist et tu le neutralises. Voilà. Donc ça, c'est plein de choses comme ça qui sont faites maintenant au travers de cet orchestrateur des différentes solutions de cybersécurité, parce qu'un RSSI d'un gros groupe, c'est à peu près 25 solutions de cybersécurité. Au bout d'un moment, on ne peut plus faire des corrélations de voir, ah mais tiens, il s'est passé ça ici, alors ça veut dire que ça là, on voit des rats bleus, quoi. Donc là, il faut avoir une possibilité de rassembler, et ça, c'est ce marché-là qui arrive là maintenant de la XDR plateforme, et c'est ce que nous faisons à Tetris. Ok. Pour en revenir un petit peu à vous en tant que femme, vous étiez donc dans le monde militaire, qui est quand même un monde surtout masculin. Le monde entrepreneurial, on le sait aussi, est surtout masculin. En tant que femme, vous vous êtes fait un nom du coup dans chacun de ces deux métiers. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je ne sais pas. Hein, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour Tetris, en fait. Hein, comme je le disais tout à l'heure, j'étais soldat de l'ombre, maintenant je passe à la lumière. Bon, pas de problème, je le fais pour Tetris, parce que notre objectif avec Laurent, c'est qu'il y ait un éditeur européen avec un rayonnement international. Voilà. Nous, on le fait pour ça. Et on se donne à fond pour ça. Alors après, en tant que femme, moi, je ne me suis jamais posé la question dans les années... je me souviens, quand je suis arrivée la première fois dans mon régiment, j'étais la seule femme. Et donc, j'étais opérationnelle, puisque je faisais tout ce qui était transmission, etc. Et le premier jour où je suis arrivée, donc il y a le colonel tout en haut du régiment, et ils ont téléphoné à Paris pour savoir qu'il y avait une erreur, parce que j'étais opérationnelle en tant que femme. On était en 1986. Donc effectivement, voilà. Donc le démarrage a été un petit peu dur, parce qu'à cette époque-là, une femme opérationnelle dans les armées, ce n'était pas possible. Donc il faut se faire un nom, il faut se faire respecter, il faut être bien sûr toujours meilleur que les hommes. Je pense que pas mal de femmes ici vont comprendre ce que ça veut dire. Et puis en plus, dans les années 80, c'était encore bien plus dur que maintenant. Et voilà, se faire respecter, toujours être parfaite, quoi, j'allais te dire, presque Stéphanie. Et avoir confiance en soi aussi. Et puis je ne me suis pas posé la question, je peux faire moins. Oui. Tu vois. Et donc j'ai toujours... et je fais les choses parce que j'aime construire, j'aime organiser, j'aime optimiser. Voilà, je l'ai en moi et en fait, le problème, comme dit Laurent, il me dit arrête, je suis toujours en train de dire, mais après on fait quoi? Voilà. Et après on fait quoi? Et moi je représente Tetris comme un train, c'est-à-dire je pose les rails. Voilà. Laurent, il est dans la locomotive à mettre le charbon. Et puis de temps en temps, on passe au fond du train pour voir un petit peu si tout le monde va bien, s'il y a des problèmes, on les règle, etc. Et puis après, on continue, on avance. Ouais, voilà. Donc, tu vois, en fait, je sais pas, je crois que j'ai toujours été comme ça, en fait. Mais visiblement, ça te tient à cœur aussi, parce que vous embauchez surtout des femmes, dans un milieu aussi où c'est plus difficile de recruter des femmes que des hommes. Comment est-ce que vous recrutez ces femmes? Alors, en fait, on n'a rien fait. On n'a rien fait de spécial. On a simplement... donc, effectivement, on est tous les deux, Laurent et moi, cofondateurs. Et on a eu des femmes ingénieures dès le départ au sein de Tetris. Et puis, après, on a créé notre COMEX. Effectivement, on a un COMEX à 75% féminin.
Donc ça, c'est extrêmement nouveau aussi. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais pour le moment, c'est comme ça. Et puis, on a eu énormément de femmes qui sont arrivées, ingénieurs, etc. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est à 30% de femmes au sein de Tetris, ce qui est énorme, puisque dans la cyber, je crois, on est entre 5 et 11. Et puis, dans l'IT, on est aux alentours de 20. Et tu vois, pour nous, c'est extraordinaire. Et ça apporte vraiment oui, cette mixité, c'est un équilibre. Moi, la seule chose que je fais attention, c'est qu'il y ait une femme maintenant dans toutes les équipes. Et il y a une femme dans toutes les équipes. Et ça, c'est extrêmement bien. Et je ne supporterai pas qu'il y ait de mauvais comportements, que ce soit vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme, ou d'un homme vers un homme, etc. Donc ça, on fait extrêmement attention à ça, puisqu'on ne rassemble pas les gens pour qu'ils se tapent dessus, quoi, entre guillemets. Donc la bienveillance, c'est ce qui nous tient à cœur au sein de Tetris, et on y veille. Super. Comment est-ce que tu vois le futur de Tetris dans 5 ans, 10 ans, en fonction de l'évolution justement des cybermenaces et des cyberattaques de demain? Alors l'évolution de Tetris est très simple. Donc là, on est sur la finalisation de notre série B. On a ouvert 5 filiales dans le monde. Là, on est en train de créer notre support éditeur avec un tour PESAC Vancouver-Tokyo. Donc là, nos équipes partent à partir du mois de décembre. Ce sont des Français qui partent là-bas pour mettre en place tout ça. On va ouvrir aussi, on a ouvert une filiale en Espagne avec là toute une équipe commerciale. Pareil, on a nos Allemands qui sont arrivés vers le mois de mai. On va sûrement ouvrir du commercial au Canada et puis en Asie. Voilà. Donc le futur de Tetris, c'est devenir un géant, un éditeur de logiciels, parce que nos concurrents qui sont américains ou israéliens, on gagne contre eux techniquement. Notre technologie contre technologie, on gagne. C'est pas un problème. Là maintenant, on a un problème, nous, de passer à l'échelle, mais à la passer à l'échelle au niveau de la marque. Et ça, c'est le plus dur, en fait. Parce que ces géants américains, ils ont un budget de 600 millions d'euros de marketing, ou voire plus. Nous, c'est pas notre cas. Mais on va faire différemment. Et justement, en tant que Frenchie, c'est pas dur d'être en concurrence avec des géants américains comme ça? En fait, là aussi, je crois qu'il ne faut pas se poser la question. Hein. En fait, c'est toute une histoire. Hier, j'avais quelqu'un pour un entretien, il me disait comment est-ce que tu vas faire la guerre avec ces géants? C'est exactement ce que tu me dis. Je dis, mais je ne vais pas à la guerre avec la fleur au bout du fusil. Je vais à la guerre parce que j'ai une arme. Et mon arme, c'est la XDR plateforme. Et donc, comme j'ai confiance en elle et comme je sais que je gagne contre eux, donc pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Donc on y va. Et on n'a pas peur de perdre. C'est ça aussi. Parce que quand on est fondateur, bien souvent, les gens, ils n'ont pas envie de faire la bascule. La bascule de tiens, je vais me contenter de ce que j'ai. Mais à la limite, c'est le choix de chacun, en fait. Mais nous, avec Laurent, on a décidé, on a notre objectif. Et donc, on va aller jusqu'au bout, comme un bon militaire. Bravo pour cette mentalité et longue vie à Tetris. Merci, Stéphanie.